Si on veut des sols qui maintiennent une activité biologique, c'est pas avec des températures à surface d'une parcelle agricole à 50 degrés l'été que c'est facile de maintenir une activité biologique. Si on n'a pas de retour de carbone au sol pour donner à manger à toute cette activité biologique qui structure le sol, qui lui donne sa robustesse vis-à-vis de l'érosion, ça va pas non plus. Donc, c'est tout un cercle vertueux qui se met en place quand on commence à mettre des couverts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes bien là, Frédéric Denré pour vous servir, c'est mardi, c'est Rhizobium, c'est la 36e émission de C'est dans le sol, cette émission produite par la coopérative que vous avez appris à connaître depuis 3 ans presque, la coopérative Rhizobium qui est basée dans le Tarn, dans le bon village de Péchaudier, coopérative qui s'emploie à apporter de la connaissance à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question des sols et pas que des sols et qui ont besoin de le connaître, ce sol, pour améliorer leur pratique professionnelle. Rhizobium m'accompagne à ce jour, mesdames, messieurs, je regarde mes notes, 15 promotions d'agriculteurs dans le cadre du programme Réseau Sol, des agriculteurs qui sont suivis sur un cursus de 2 ans. Sur des cursus, pardon, de 2 ans ou 3 ans. 3 ans, pardon. Décidément, je n'arrive pas à me relire. Rhizobium propose aussi des formations courtes qui durent 2 jours pour comprendre et observer le sol. Et les sessions de novembre 2024 et de 2025, sachez-le, mesdames, messieurs, sont ouvertes. Le lien pour s'y inscrire est dans le chat. Alors, il y a eu 3 saisons de C'est dans le sol. La 4e a démarré il y a 3 mois. Le fil rouge choisi pour cette 4e saison, c'est sol et climat. Après avoir abordé lors de la dernière émission, qui était donc la première, vu que celle-ci est la numéro 2, c'était voilà, une question macro théorique. On a défini ce qu'étaient sol et climat et leurs relations mutuelles avec Claire Chenu et Christophe Cassou. On va voir ce soir des aspects plus pratiques, des solutions locales sur lesquelles réfléchissent nos invités que je vous présenterai après cette introduction et après ce petit film qui suit, un film écrit, monté par Mehdi. On se retrouve dans 5 minutes à peu près. À tout de suite. Lors de notre émission précédente, nous nous sommes intéressés aux liens qui existent entre le sol et le climat. Et nous avons pointé du doigt la part de responsabilité de l'homme depuis le 19e siècle dans le dérèglement climatique. Aujourd'hui, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et la dégradation des sols entraînent une véritable remise en cause de notre capacité à produire de l'alimentation. C'est pourquoi nous devons trouver des solutions pour nous adapter aux changements en cours. Mais avant de se lancer tête baissée dans la recherche de solutions, il est important de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là. Allez, je vous propose un saut dans le temps, cap sur le 19e siècle et la révolution industrielle. Au cours du 19e siècle, les progrès scientifiques et technologiques permettent l'avènement de la révolution industrielle. Et cette révolution va s'accompagner d'une réorganisation radicale de la société et des valeurs qui la structurent. On va passer d'une société profondément rurale, ancrée dans les contraintes et rythmes de la nature, à une société beaucoup plus urbaine. Les paysans vont quitter les campagnes pour venir travailler dans les usines des villes qui ont besoin de main-d'œuvre. Il va falloir désormais nourrir la population avec moins de paysans. C'est un véritable défi pour l'agriculture. Et pour y faire face, elle n'a pas d'autre choix que d'évoluer et de faire sa propre révolution. Elle va alors changer de logique et se calquer sur le modèle qui incarne le progrès de la science et de la technique de l'époque, à savoir le modèle industriel. Le but désormais est de simplifier le système pour produire en masse. Pour cela, on va rationaliser les productions. En gros, plutôt que de produire un peu de tout un peu partout, on va simplifier les productions en se spécialisant sur quelques denrées que l'on va produire en masse. La rentabilité se mesure alors sur la quantité de production organisée désormais en filière et les paysans deviennent les ouvriers spécialisés de l'agriculture. Cette transformation est rendue possible
grâce à la mécanisation qui n'a cessé de s'améliorer, à l'arrivée des intrants chimiques et aux énergies fossiles facilement disponibles. Et ça marche. Les denrées alimentaires produites en masse sont mieux distribuées. On arrive donc à nourrir la population, les gens ne meurent plus de faim et l'organisation du travail est facilitée. Bref, les conditions de vie générales s'améliorent, le travail est simplifié et de nombreuses contraintes se voient résolues. Voilà pourquoi ce modèle agricole est perçu comme un progrès très positif. Cette politique s'accompagne aussi de grandes transformations du paysage agricole français. Pour vous donner quelques exemples, à partir du XXe siècle, et ce en l'espace de 90 ans, la France a perdu les 2/3 de ses haies. Les exploitations ne cessent de s'agrandir. Depuis 1970, la moyenne des SAU, surface agricole utilisée, a augmenté de plus 350% par exploitation, quand dans la même période, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4. Et aujourd'hui, sur les 6000 espèces de plantes comestibles et cultivées par l'homme, 9 d'entre elles représentent 66% de la production mondiale, ce qui représente un risque majeur de sécurité alimentaire et une perte colossale de diversité biologique. Bon, et le sol dans tout ça? Eh bien, appliquer cette logique industrielle sur un sol n'est pas sans conséquences à long terme. Et c'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Union européenne estime que près de 60% des sols européens sont dégradés et que leur état ne fait que s'aggraver. On constate aujourd'hui une baisse de l'activité biologique des sols, un mauvais recyclage des matières organiques, un déstockage massif du carbone du sol, une érosion inquiétante, une altération du cycle de l'eau, etc. On a voulu appliquer des règles simples et systématiques sur un milieu complexe et on a cru qu'on avait le pouvoir de maîtriser tous les paramètres. Les bons résultats de production obtenus à court terme grâce à la mécanisation et à la chimie ont bercé le monde agricole dans l'illusion que tout était désormais maîtrisé et que toutes les difficultés étaient résolues une fois pour toutes. Mais cette logique industrielle a eu de lourdes conséquences sur la santé des sols. Et nous sommes en train aujourd'hui d'en payer le prix. Bon, maintenant qu'on comprend mieux quelle logique de pensée et quels choix nous ont amenés à la situation actuelle, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on continue à produire sans aggraver la situation et qui peut apporter des solutions? La technique, la science de l'ingénieur, qui ont su répondre aux défis du 19e siècle, sont-elles encore pertinentes pour trouver des solutions aux problèmes actuels qu'elles ont elles-mêmes générés? Ou faut-il, à la lumière de ce qu'on a compris, prendre en compte d'autres points de vue? Aborder la question agricole en associant d'autres disciplines à la réflexion, comme la biologie et l'écologie. Se tourner peut-être vers une agriculture qui cherche moins à contraindre le vivant, mais plus à le comprendre pour s'en inspirer. C'est peut-être une nouvelle révolution culturelle que le monde agricole doit opérer pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Mais certains agriculteurs et agricultrices ont déjà commencé. Voilà ce petit film conçu par Mehdi pour illustrer notre sujet du jour, Sol et climat, chapitre 2, solutions agronomiques pour atténuer les effets du changement climatique, qui est une allitération, c'est très malin, et s'y adapter. Nous sommes le 183e jour de l'année, nous sommes le 2 juillet 2024, et le 2 juillet 2016 mourait Michel Rocard, qui, je l'entends, se retourne dans sa tombe. Mes invités, nos invités, les vôtres, Lionel Aletto, bonjour, bonsoir, pardon. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE de Toulouse. Vous travaillez sur ce qui est devenu un terme consacré sur l'agroécologie. Et Yves Ferrier, vous êtes conseiller agricole à la Chambre d'agriculture du Tarn. Vous êtes spécialiste de l'agriculture de conservation. Chambre d'agriculture du Tarn qui, cher Yves, diffuse quelques graphiques intéressants sur son site, notamment l'évolution du nombre de jours au-dessus de 25 degrés mesurés entre le 15 juin et le 30 juillet en la bonne ville de Mazamet. Ce nombre était de 4 entre 70 et 2005. Il serait en train de grimper à 9. Il y a une marge d'erreur toujours. Il pourrait atteindre aller entre 15 et 25, entre 2071 et 2100, le changement climatique, il est bien là. Il y a une autre statistique, on verra ça après, tout à l'heure. Comment vous voyez comment dirais-je, vous travaillez comment sur cette question comment dirais-je, de l'adaptation et de l'atténuation des changements climatiques? Chacun de votre côté, Yves Ferrier, comment les chambres d'agriculture voit-elle les choses? Les chambres d'agriculture sont des chambres de veille
du changement climatique sont des champs d'expérimentation, de médiation. Qu'est-ce que vous faites? On a des collègues qui travaillent beaucoup là-dessus, sur la compréhension de toutes ces modélisations qui existent sur des Mhm. sites dédiés, là, hein, pour voir en termes agricoles, localement, ce qui va en découler, pour réfléchir du coup à ce qu'il va falloir faire pour s'adapter, pour essayer d'atténuer les conséquences. Et ensuite, derrière, ben, on a des gens qui font des formations pour sensibiliser les gens, leur faire comprendre tout ça, etc. euh, au niveau de la Chambre du Tarn, oui. D'accord. La question du changement climatique, elle est étudiée, elle est dans les chambres d'agriculture, dans les discussions, dans vos prospectives, dans votre travail quotidien depuis quand, vraiment? Quand le changement climatique est-il arrivé dans les chambres d'agriculture? Alors, j'ai du mal à donner une date précise, Oh, puisque je ne vous demande on pas le n'a pas jour, hein, préparé à peu cette près, question, mais on va dire une dizaine d'années à peu près. dizaine d'années. Lionel Aletto, l'INRAE, on se doute bien que l'INRAE se prépare à la question et vous allez me dire que l'INRAE a toujours étudié les solutions agronomiques d'atténuation, d'adaptation au changement climatique. Alors, je ne sais pas s'il a toujours étudié ces questions, mais ça fait quand même de nombreuses années que, bon, déjà que la sonnette d'alarme est tirée. Ouais. Vous avez évoqué en introduction les interventions de Christophe Cassou et Claire Chenu. Je pense que Mhm. voilà, ça fait partie des gens qui nous ont alertés, notamment Christophe, qu'on connaît bien, sur ces questions-là. Le GIEC a beaucoup travaillé. Donc, évidemment, en agronomie, il y a eu des travaux engagés sur différents leviers mobilisables. Donc, euh, peut-être qu'aujourd'hui, le virage le plus fort, si je veux dire le plus récent, c'est d'essayer d'appréhender tous les différents leviers mobilisables de façon un peu globale, de façon un peu systémique, c'est-à-dire pas uniquement se focaliser, par exemple, sur une sélection génétique de plantes qui seraient plus adaptées à tolérer des stress thermiques ou hydriques, mais d'essayer de voir comment ces plantes vont s'insérer dans des systèmes dans lesquels on aura une cohérence d'ensemble qui fera que le système globalement sera plus résilient. Donc c'est peut-être là que les travaux de recherche sont les plus récents, mais sinon déjà travailler sur des stratégies d'esquive ou d'autres leviers de Stratégie diversification. d'esquive, qu'est-ce que Oui. c'est que ça, hein? Alors, une stratégie d'esquive, ça va être de décaler des dates, notamment de semis, pour essayer de faire en sorte que les périodes de sensibilité les plus fortes des plantes ne coïncident plus avec des périodes de stress qui sont identifiées. Donc, par exemple, semer des maïs plus précocement, ce qui est d'ailleurs possible pour, avec ce que vous venez d'évoquer, à savoir des jours chauds un peu plus tôt, ce qui amène quand même des questions, parce qu'on a aussi des jours froids qui arrivent plus tardivement, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des Mhm. gelées tardives. Mais voilà, il y a des stratégies de semi-anticiper des cultures ou au contraire décaler pour voilà, avoir les périodes notamment de floraison, qui sont souvent des périodes à risque, qui soient sensiblement décalées des périodes de stress les plus fortes. Donc ça, c'est un des leviers, c'est pas le seul évidemment, mais c'est un des leviers qui a été exploré à la fin des années 90 déjà, même au courant des années 90. D'accord. Yves Ferrier, à quoi sont confrontés les agriculteurs du Tarn avec le changement climatique? C'est ça, c'est un décalage, un décalage de la phénologie, un décalage du cycle des plantes qui oblige à revoir les itinéraires, qui oblige à revoir la façon d'être agriculteur. Alors, on a des décalages effectivement au niveau des stades phénologiques dus principalement aux somme des températures, on va dire, hein. On a la question des quantités d'eau disponibles et de leur répartition dans l'année. Mhm. Et on a avec ça aussi d'autres choses qui arrivent du coup en conséquence. C'est des ravageurs qui sont plus souvent présents ou présents sur une plus longue période de l'année. Ah ouais. Par exemple, Lesquels, par exemple, et sur quelle culture? on a par exemple les problèmes de pucerons et de transmission de virus sur les céréales à paille qui sont de plus en plus courants et importants. Et donc, ben, on est obligé de s'adapter en changeant soit les dates de semis, soit avec de la recherche variétale, et dont parlait Lionel tout à l'heure, elle a sa place là-dedans aussi, puisqu'aujourd'hui on voit des variétés qui résistent à ces virus. Et puis sinon, ben, en mettant des insecticides, voilà. Voilà, tout simplement. Vous avez vu aussi le problème que moi j'ai vu récemment là à Nancy, qui a été évoqué par vos collègues de la Chambre régionale Grand Est, le vulpin, le régras, et qui pousse, qui pousse, qui pousse, et dont on ne sait plus quoi faire. Alors, on a l'impression, nous, le vulpin ici, pas très très présent, c'est plutôt le régras qu'on Ouais. croise. Et effectivement, on voyait un peu dans les manuels d'agronomie que le régras levait à l'automne
Et maintenant, on a du régras qui lève du 15 septembre au 15 avril, quoi. D'accord, tout est modifié. Et pour l'élevage, les éleveurs sont confrontés à quoi aujourd'hui avec le changement climatique? À quoi ils doivent s'adapter? Alors, l'élevage, c'est un peu moins mon rayon, mais quand on regarde les études, étonnamment, euh, il y aurait plus d'herbe disponible pour les éleveurs. Mhm. Une sortie à l'herbe pour le pâturage plus précoce aussi. Donc ça, c'est côté un peu positif, si les simulations se révèlent exactes. Après, il y a un confort de bien-être animal aussi et de, comment dire, de température dans les bâtiments, dans les parcelles qu'il va falloir quand même gérer pour que la production reste correcte. Alors, je vous pose la question parce qu'il y a un graphique que vous publiez sur le site de la Chambre d'agriculture, hein, pour le bien-être du bétail, nombre de jours supérieur à 30 degrés dans je ne sais plus quelle ville, Cadalan, c'est ça. Nombre de jours supérieur à 30 degrés qui était de 60 entre 76 et 2005, qui est en train d'atteindre 80 d'ici 2050 et qui devrait se situer entre 120 et 158 entre 2071 et 2100. Effectivement, oui, il faut penser au bien-être animal. Ça ne va pas être simple. Euh, Comment vous travaillez ensemble, Chambre d'agriculture, INRAE, Lionel Aletto? Là, ce que vient de dire Yves Ferrier, les données, j'ai vu, hein, il y a un programme Climat Gris, un programme Climat 21, il y a une cellule innovation, recherche et développement au sein de toutes les chambres d'agriculture. Comment vous travaillez ensemble, vous, chercheurs, et vous, monde agricole, représentant, association du monde agricole, Lionel Aletto? Alors, je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité sur les Non. modes d'interaction, mais au moins illustrer ce qu'on fait nous ensemble, déjà avec Yves et puis d'autres collègues de Chambre d'agriculture en région Occitanie. Alors moi, je suis INRAE basé à Toulouse, mais évidemment, il y a une multitude de centres INRAE qui interagissent dans d'autres régions. On interagit alors à différents niveaux. Déjà dans les programmes de recherche, on a beaucoup de projets de recherche qui sont des projets co-construits, soit des projets du ministère de l'Agriculture dans le cadre des CASDAR, soit des projets européens dans lesquels on est vigilant maintenant à vraiment intégrer l'ensemble des acteurs, et y compris acteurs de développement et des agriculteurs. Donc nous, concrètement, on a avec Yves, la Chambre d'agriculture du Tarn, un programme de recherche autour des associations d'espèces qui a démarré il y a pratiquement 2 ans maintenant, pas tout à fait encore, et qui vise à remettre de la diversité, on y reviendra peut-être plus tard, mais remettre de la diversité dans nos systèmes, justement pour essayer d'adapter nos systèmes aux effets du changement climatique. Ce n'est pas le seul objectif recherché par les associations, qui sont en gros, c'était bien dit dans le petit film au démarrage, hein, on a simplifié et là on remet de la complexité. Donc ça redemande évidemment de l'apprentissage. Et donc c'est indispensable qu'on accompagne des observations et des caractérisations qu'on peut nous apporter par recherche par une analyse de la faisabilité de la mise en œuvre opérationnelle avec les acteurs du développement et les agriculteurs. Donc c'est des projets qui sont par essence multipartenariaux et vraiment, nous, on parle de transdisciplinaire puisqu'on associe vraiment des chercheurs à des acteurs autres. Alors, conseillers, et pas uniquement, on a d'autres structures dans le projet qui participent avec nous, jusqu'à des collègues qui vont travailler à la cuisine de plats issus de ces associations pour essayer voilà, de lever un certain nombre de freins qu'on peut identifier dans des filières. Donc, voilà un exemple concret. Vous parliez du service IRD, donc Innovation, Recherche, Développement. Donc, l'INRAE est généralement, en tout cas à ma connaissance, est systématiquement associé au service IRD des chambres d'agriculture, puisque ça fait partie des lettres de mission qui ont été co-signées. Et donc, ça se traduit par des groupes de travail qui se mettent en place, alors à des vitesses un peu différentes suivant les régions, j'imagine, mais voilà, il y a des groupes de travail thématiques, on réalise des journées communes où on partage des résultats, où on intervient, et c'est assez récent ces services IRD aussi dans les chambres Ouais. d'agriculture, hein, donc on va dire qu'on va commencer à voir les premiers fruits arriver avec des projets qui vont se co-construire. Donc voilà, ça amplifie. C'est aussi dans une logique de massification parce qu'on va aussi admettre qu'on avance un peu en silo, nous, dans la recherche. On a nos canaux de production scientifique, académique, et parfois on ne regarde pas trop à côté, on ne crée pas de lien. Mais là, justement, dans ces écosystèmes multipartenariaux, on arrive à interagir davantage et à partager l'information avec une autre philosophie et un autre objectif. Donc voilà, c'est déjà 2 exemples concrets, mais après, il y en aurait plein d'autres. On a des projets de diffusion qui se mettent en place et qui viennent capitaliser, agréger, structurer les données. On est aussi dans une logique
d'ouverture, nous, en recherche des données produites, hein, de l'open science, c'est le terme qu'on utilise, mais vraiment de science ouverte. Ben ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on construise. Il faut aussi qu'on construise ça avec les acteurs du développement pour qu'ils prennent l'habitude d'aller piocher dans ces données-là pour alimenter leurs travaux et les interactions qu'ils ont plus, eux, avec les agriculteurs en quotidien. Ferrier, les agriculteurs, le monde agricole est à part égale avec le monde de la recherche pour trouver des solutions, évaluer celles qu'il a trouvées, avec les instituts techniques également. Enfin, quand on parle de transversalité, c'est un peu une tarte à la crème, la transversalité, mais là, elle est réelle. Oui, on voit que les agriculteurs aujourd'hui sont source souvent d'inspiration pour d'autres agriculteurs, parfois pour des chercheurs, pour des conseillers, que ce qu'on voit dans les essais de la recherche nous donne des pistes pour réfléchir à ce qu'on peut mettre en place sur une ferme. Et en fait, c'est un méli-mélo de tous ces échanges d'informations qu'on a dans tous les sens, qui est un peu le creuset de l'innovation sur le terrain, je trouve. Voilà. D'accord. Et ça veut dire quoi concrètement? Vous, par exemple, Yves Ferrier, vous allez sur les fermes, je me fais très naïf, hein, faussement naïf, vous allez sur les fermes et vous repérez des choses étonnantes, vous repérez des pratiques qui vous paraissent intéressantes pour l'avenir et vous vous dites, tiens, bah là, on va étudier ça et vous passez le bébé à Lionel Aletto. Ça peut se passer comme ça aussi? Alors, par exemple, on va prendre un exemple concret, le travail Ouais. sur les associations qui est en cours là Mhm. avec Lionel. Les essais qui se mettent en place sont co-construits entre les équipes INRAE, les agriculteurs et moi-même. Et en fait, donc, du coup, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. On se met autour de la table et on travaille ensemble d'égal à égal. Voilà. Euh, Et peut-être pour compléter, pour aller. Oui, Lionel. Oui, Mhm. oui, je me permets, mais pour le coup, on a besoin d'observateurs fins du terrain et c'est là que les relais avec les acteurs comme les chambres d'agriculture ou d'autres structures, mais est important. Nous, les agriculteurs, on les connaît moins bien. Et donc, typiquement, identifier des réseaux d'agriculteurs innovants et avec qui on va pouvoir travailler, bah, on s'appuie complètement sur les organismes de développement. Donc, c'est comme ça qu'on a construit ce projet européen, enfin, en tout cas, le cas d'étude de ce projet européen, c'est avec Yves qui nous a dit, moi, sur ce sujet-là, je vois avec qui on va pouvoir travailler parce que c'est pas sans rien, c'est pas sans conséquence quand même de bosser pendant 4 ans ou 5 ans avec des agriculteurs sur lesquels on va quand même faire des mesures, etc. Donc là aussi, on va en rediscuter, mais on a besoin d'avoir une confiance dans le lien qui s'établit et pour ça, les acteurs de conseil sont indispensables. Et les agriculteurs qui participent à ces expérimentations, qui participent à ces groupes de travail, ma question va peut-être vous surprendre, mais à chaque fois que je la pose, on me regarde avec des gros yeux, on me dit, ben non, est-ce qu'ils sont payés? Parce que c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent, surtout quand on est agriculteur. Comme, vous savez, c'est toujours la question, fait participer de plus en plus de gens à des groupes de travail, la transversalité arrive. Oui, mais elle est gratuite, elle est bénévole. Et le temps de déplacement, le temps qu'on passe dans ces groupes, bah, si on veut aider les agriculteurs à changer de pratique, il faut peut-être aussi qu'ils soient intéressés directement, non, Lionel, Yves? Je commence, Yves. Ouais. Alors moi, j'abonde complètement dans ce sens et je dirais pas que c'est généralisé, mais en tout cas, la philosophie de travail qu'on développe dans l'équipe, nous, c'est de rémunérer, indemniser les agriculteurs qui participent à nos projets. C'est une base pour nous de travail. Donc, dans le projet européen, c'est le cas. Dans d'autres projets qu'on a passés, c'était le cas. Et dans d'autres projets qu'on est en train de construire, ce sera le cas. C'est-à-dire qu'on indemnise les agriculteurs pour, à minima, le temps qu'ils passent avec nous, c'est-à-dire quand même quelques réunions dans l'année, Mhm. le temps qu'ils nous accordent. Et puis après, on a une rémunération réelle, c'est-à-dire un financement, mais on a aussi une rémunération autre par la fourniture de semences, par exemple. C'est des choses que D'accord. l'on fait quand on va mettre en place des expérimentations. Je vais citer un cas très concret. Dans un autre projet dans le commun, on a installé un peu plus de 150 micro-parcelles de couverts végétaux chez un agriculteur pour tester justement les comportements et observer, se rendre compte de ce que c'est que le végétal et comment on peut l'intégrer intelligemment dans les systèmes. Bah, très clairement, on a fourni toutes les semences évidemment à l'agriculteur, y compris pour faire des essais grande bande, etc. Donc ça fait partie du deal et c'est pas un souci. D'ailleurs, on travaille aussi avec les semenciers là-dessus et Mhm. c'est pas un problème. D'accord. Yves, sur cette question-là. oui, systématiquement, chaque fois que les modes de financement des projets le permettent, il est indispensable, enfin moi je m'y attache à ce qu'on rémunère les agriculteurs qui donnent de leur temps. Sachant quand même qu'ils ont aussi un autre retour, c'est que parfois ils ont des parcelles qui sont instrumentées
pour des suivis de données agronomiques X ou Y et dont ils profitent aussi. Donc, il y a de la connaissance dont ils bénéficient. Là, par exemple, pour revenir sur le cas dont on parlait tout à l'heure, les associations de culture, on a repéré au sein du groupe avec lequel on travaille qu'il y a des lacunes un peu, enfin en tout cas une demande pour être formé sur comment on trie les céréales, enfin les cultures qu'on a récoltées en mélange. On va monter une formation avec des gens spécialisés là-dedans et les premiers à en bénéficier seront les participants du groupe. Donc il y a aussi quand même un retour, pas que financier. D'accord, heureusement. Mais je vous pose la question parce que pendant de longues années jusqu'à récemment, quand je posais la question, on me disait mais non, il n'y a pas d'argent, mais non, pourquoi? Enfin voilà, on fait ça sur notre temps. Ouais, bon, hein, au bout d'un moment, quand même, il faut que ça paye et il faut que, enfin voilà, qu'on soit d'une façon ou d'une autre rémunéré pour le temps qu'on a passé. Yves Ferrier, je l'ai dit, hein, vous êtes spécialiste de l'agriculture de conservation. Est-ce que ça veut dire que l'agriculture de conservation, d'ailleurs, dans votre titre, il n'y a pas d'agriculture de conservation des sols, donc est-ce que ça veut dire que l'agriculture de conservation est là où une des meilleures solutions agronomiques pour atténuer et s'adapter au changement climatique? Selon mon point de vue, on n'a pas encore trouvé mieux. On reste prudent. Alors au téléphone, vous me l'aviez dit, hein, vous tenez à dire agriculture de conservation parce que ça va au-delà des sols. Ça veut dire quoi alors, agriculture de conservation selon Yves Ferrier? Euh, selon, pas que moi quand même, hein. Oui. Les enjeux, c'est aussi la préservation de tout un tas de ressources, air, eau, notamment, biodiversité, si on considère que c'est une ressource aussi. Et donc, en fait, les enjeux vont au-delà de la parcelle de l'agriculteur. Et Mhm. d'ailleurs, on voit aujourd'hui que de nombreux partenaires s'intéressent partenaires autres que agricoles, hein, des collectivités territoriales, des syndicats de gestion de bassins versants, des choses comme tout un tas de structures aujourd'hui voient d'un très bon œil l'agriculture de conservation parce que Mhm. les intérêts vont au-delà de la parcelle agricole. Oui, les agences de l'eau subventionnent beaucoup Un d'agriculture l'eau, voilà. qui touche. Alors justement, la définition, c'est qu'on touche peu les sols, voire on les touche plus du tout et on les laisse couverts en permanence. Si je résume à gros traits, c'est ça. Alors, je le prendrais plutôt dans l'autre sens. On couvre les Allez-y. sols au maximum. On couvre les C'est, à sols au mon avis, le maximum, premier d'accord. levier à mettre en œuvre. On essaie effectivement de limiter le travail du sol et s'il faut en faire, on sait qu'il y a des manières qui sont plus ou moins comment dire, bénéfiques ou au contraire qui abîment les sols. Donc il y a aussi la façon de le faire. Et puis ben, il y a la biodiversité, le troisième pilier qui permet de, on va dire, un peu de stabiliser le système et de le rendre moins dépendant des intrants. D'accord. Lionel Aletto, voilà, l'affaire est faite. Finalement, l'INRA n'a plus rien à faire. L'agriculture de conservation suffit. Toutes les réponses sont déjà là. Mais vous allez me dire, oui, mais, je suis sûr. Bah, ce ne serait pas un chercheur si je ne disais pas ça. Donc, oui, mais. Euh, Oui, mais quoi alors? alors, oui, mais tout est dans le détail. Vous savez, le diable est dans le détail. Il y a des nuances à apporter. Je pense que la définition qu'a donnée Yves de l'agriculture de conservation, déjà, quand on regarde il y a des définitions beaucoup plus rigoristes, voire dogmatiques sur des positions sur le non-travail du sol, alors que je pense que dans ce cas d'Yves, il intègre peut-être des fois un peu de travail du sol quand il y a besoin. Donc c'est vrai que là-dessus, si on se positionne déjà sur la définition stricte de la FAO sur l'agriculture de conservation, c'est-à-dire couverture maximale des sols, rotation diversifiée, déjà là, on va pouvoir se dire, on n'est pas forcément très bon encore là-dessus. Rappelez-vous, hein, ça a été dit, 9 espèces, 66% de la production mondiale. Ben, en gros, quand on regarde, nous, dans le sud-ouest, on a aussi une diversité végétale qui peut encore être améliorée. Et puis, le non-travail du sol, c'est du semi-direct strict. Or, on n'a pas beaucoup de systèmes qui correspondent vraiment, voire Ah oui. non, très clairement, on a très peu de systèmes qui correspondent vraiment à cette définition stricte de l'agriculture de conservation. Pourquoi? Parce que elle est difficile, selon cette définition de la FAO, elle est difficile à faire, à exercer, à pratiquer. Oui, clairement, pour des raisons de pression biotique, notamment, des adventices qui vont évoluer, donc non travailler le sol, ou alors ça veut dire un grand recours aux herbicides, Mhm. ce qu'on évidemment ne recherche pas, parce qu'on disait c'est pas de dégrader, d'améliorer d'un côté pour dégrader de l'autre. Donc la définition stricte de la FAO, elle reste assez conceptuelle selon beaucoup de monde. Il y a quelques agriculteurs qui se revendiquent vraiment de l'agriculture de conservation, mais pour le coup, ils sont vraiment très dépendants du glyphosate. Du glyphosate. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis oui, mais la notion d'accepter parfois des compromis de performance, accepter un petit travail du sol localisé pour gérer
une flore qui nous poserait problème ou permettre que le contact terre-graine se fasse mieux pour certaines espèces végétales. Dans le sud-ouest, on a beaucoup de tournesols. Installer un tournesol en semi-direct, c'est extrêmement compliqué sur des sols argileux. Donc voilà, on peut avoir quelques difficultés qui amènent des opérations ponctuelles. Et donc, de ce fait, on a des niveaux de performance qui sont pas, qui peuvent être à nuancer en fonction voilà, des situations agro-pédoclimatiques, des performances obtenues. Je pense que Yves l'a très bien dit, le levier premier aujourd'hui, Mhm. je dis aujourd'hui parce que ça n'a pas été le cas Mhm. au démarrage, aujourd'hui c'est les couverts végétaux, la couverture des sols. Pendant longtemps, on mettait le levier travail du sol en numéro 1. C'est vrai. Et voilà. Y compris assez dans le sol, hein, au départ, j'ai eu l'impression qu'on donnait l'absence de labour en premier levier. C'est effectivement de plus en plus le couvert, mais quel que soit le couvert, il faut que le sol soit couvert. Ou alors c'est certains couverts. Alors, euh, Vous pouvez prendre la parole, Yves, hein. ouais, je pense que là, on va pouvoir compléter, mais vas-y, je te laisse. Moi, j'ai envie de dire qu'on part souvent de situations quand même où on a des sols qui sont très dégradés. C'est aussi une des raisons qui complique la mise en œuvre du semi-direct exclusif. Euh, pour moi, j'ai envie de dire, on part de tellement bas que quel que soit le couvert, déjà, c'est bien. Et Oui, pourquoi ça a autant d'effets, pardon, c'est aussi intéressant pour répondre à votre question, atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter, le fait de couvrir les sols. là, je peux peut-être apporter quelques éléments. Donc, il y a plusieurs effets hein, liés au couvert. Déjà, le premier effet, il est un effet de ce qu'on appelle l'effet albédo, c'est-à-dire qu'un sol couvert Mhm. renvoie plus d'énergie vers l'espace qu'un sol nu. Ça, c'est déjà un premier point pour la grande majorité de nos sols. On va mettre un tout petit bémol. Il y a des collègues du CESBio, qui est le Centre d'études spatiales de la biosphère, avec d'autres équipes européennes, qui ont mis en évidence que sur certains sols très carbonatés, très blancs, pour faire simple, c'est pas aussi simple que ça, mais pour faire simple, donner l'image, on a un effet albédo qui est un peu supérieur quand on est en sol nu par rapport à un sol couvert. Mais j'allais dire, dans nos sols de climat tempéré français classique, il vaut mieux avoir un sol couvert et ce pendant de nombreuses années. Alors après, on émet, il y a un petit doute là, quand on va avoir vraiment réaugmenté beaucoup la matière organique des sols, peut-être qu'à ce moment-là, un sol nu aura un albédo un peu supérieur. Mais enfin, on n'y est pas encore, vu l'état de matière organique de nos sols, on en a pour un moment. Et donc, déjà, on a ce premier effet. Bon, mais d'ailleurs, ça on le mesure. Vous prenez une température en haut d'un couvert, en bas d'un Mhm. couvert versus un sol nu, vous allez voir des différentes températures. Ben, c'est parce qu'il y a une partie de cette énergie qui se redissipe vers l'espace. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, pour atténuation des effets du changement climatique, euh, j'habite aussi dans le sud-ouest et Yves aussi, on a eu des précipitations extrêmement fortes samedi soir, hein, des pluies très, Mhm. très importantes sur des intensités très, très importantes sur un temps court. Très clairement, un sol couvert va pouvoir absorber l'énergie cinétique des pluies, va pouvoir favoriser Donc ça va l'infiltration. casser les gouttes. Exactement. Donc cette Ça fait de énergie l'ombre, donc ça maintient les sols, ça évite au sol de se dessécher et de partir en érosion, Mais si je déjà, résume un peu. ça a aussi un effet amortisseur hein, sur la goutte d'eau Ouais. qui va arriver. Donc, on a un milieu qui va pouvoir, puisque vous parliez d'adaptation aux effets du changement climatique, le changement climatique, c'est pas que des fortes températures et des sécheresses, c'est aussi des pluies d'intensité très forte sur des courtes périodes avec une prévisibilité ou une capacité à prévoir ces événements qui va être de plus en plus complexe hein, et localisée. Donc, très clairement, là, on a besoin plus le sol sera couvert, plus il sera en capacité d'atténuer les effets négatifs de ce changement climatique. Donc voilà, c'est les deux effets physiques premiers. Après, il y en aurait plein d'autres, stockage de carbone, voilà. Dont on a déjà parlé Voilà. longuement au cours de ces émissions. Oui, donc Yves, c'est vraiment le cœur du système, la clé de voûte de notre adaptation au changement climatique, c'est enfin, voilà, c'est maintenir les sols couverts parce que ça tamponne finalement les différences entre, ça tamponne les extrêmes, on va dire. Ça crée un climat moins imprévisible pour les sols, ça crée une situation plus favorable au sol. Alors déjà, c'est un des éléments qui limite très fortement l'érosion. Donc déjà, on garde le sol. Très bien. C'est le premier point important. C'est pas mal, oui. Et ensuite, effectivement, oui, on voit bien que si on veut des sols qui maintiennent une activité biologique, ben, c'est pas avec des températures à surface d'une parcelle agricole à 50 degrés l'été que c'est facile de maintenir une activité biologique. Si on n'a pas de retour de carbone au sol pour donner à manger à toute cette activité biologique qui structure le sol, qui lui donne sa robustesse vis-à-vis de l'érosion, ça va pas non plus. Donc, c'est tout un cercle vertueux qui se met en place quand on commence à mettre des couverts. Alors, je vous repose la question pour arriver sur des choses très pratiques pour les amis qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on plante?
Est-ce qu'on le sait ça? Est-ce qu'on tâtonne? Est-ce que maintenant, enfin voilà, les pratiques sont bien établies sur les couvertures en interculture, en interrang? Est-ce qu'on sait faire ou on expérimente encore selon les lieux, selon les climats, selon les cultures de rente? Gilles. Alors, je dirais que c'est un peu du cousu main à chaque fois, parce que chaque fer, on n'est plus sur un modèle universel qu'on applique Ouais. partout. Donc, il y a quand même toujours une adaptation à faire en fonction du matériel de l'agriculteur, en fonction de sa rotation, en fonction de ses sols, en fonction de ses disponibilités en main-d'œuvre. Après, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, mais il y a quand même des grands classiques qui reviennent beaucoup. Lesquels? On a la féverolle qui est une base très très commune sur les couverts hivernaux et le sorgho fourragé piper qui est aussi une base maintenant très utilisée sur les couverts d'été. Voilà. Et Sorgho après, fourragé piper. Et qu'est-ce qu'il a de bien, outre son nom assez amusant, qu'est-ce qu'il a de bien ce sorgho? c'est un des plus productifs en phase estivale et stress hydrique. Voilà. D'accord. Son petit nom, c'est l'herbe du Soudan. On comprend L'herbe que du Soudan, donc il va créer une ombre favorable au sol. Voilà, avec peu d'eau, c'est une plante avec qui peu tolère d'eau. bien. Voilà. Et la févrole, Yves, pourquoi elle est aussi intéressante? Parce on peut exporter les fèves ou ça n'a rien à voir? La fève, pourquoi pas? Il y a des pays qui en consomment beaucoup de févroles. En fait, L'Égypte. son gros avantage, c'est une rusticité un peu à toute épreuve. Elle est capable de s'installer même dans des sols qui sont un peu tassés, qui sont un peu avec de l'excès d'eau. Elle est capable d'aller chercher de la fertilité que beaucoup d'autres plantes ont du mal à aller chercher. Donc pour démarrer, c'est commode. On va dire que c'est un peu difficile à rater, la févrole. Et en plus, derrière, sa destruction est assez facile et en termes très concrets de retour rapide, c'est une des espèces qui va redonner de l'azote à la parcelle assez facilement. Et Mhm. donc, c'est aussi un peu, on va dire, la carotte qui plaît à l'agriculteur assez facilement au début. Vous dites destruction, mais est-ce que le produit de la destruction, les pailles, on les laisse sur le sol ou on peut les exporter, on peut les balancer en méthaniseur quand même et se contenter du digestat ensuite? Ou est-ce qu'il faut tout laisser sur le sol tout le temps, tout le temps? Euh, euh, pour moi, l'option de tout laisser sur le sol est idéale. Le Mhm. méthaniseur, après, je sais pas, moi je connais pas le sujet, je l'ai pas étudié. Il y a de grands débats sur méthaniseur Oui, et devenir des sols. Moi, j'ai pas d'agriculteur qui a des méthaniseurs. Et puis, de toute façon, on n'a pas le recul encore beaucoup, donc je sais pas. ouais. Lionel? Alors peut-être un premier lieu, juste pour revenir sur l'aspect couvert, parce que pour le coup, là, la recherche, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Juste pour donner une indication, sur Toulouse, actuellement dans l'équipe, il y a 4 thèses sur les couverts végétaux. Donc ça veut dire qu'on a encore des questions à se poser et qu'on continue de s'en poser activement. Par exemple, j'illustre juste un point, on se rend compte que les couverts, déjà, il y a une grande diversité. La févrole qu'Yves évoquait, quand elle revient très souvent, on a des systèmes dans le sud-ouest où pratiquement tous les ans, tous les 2 ans ou les ans et demi, de la févrole qui arrive, on commence à avoir des maladies qui se mettent en place et des févroles qui meurent de plus en plus tôt dans des systèmes où et c'est étonnant parce qu'on se disait, on sait une légumineuse, on sait qu'il y a un délai de retour de la légumineuse dans la culture de rente, mais parce qu'on les met en couvert, on ne raisonnait plus de la même façon, on leur met tous les ans, quasiment. Donc c'est vrai on a un peu, on se disait, voilà, vous savez, qui dispose d'un marteau voit tous les problèmes en forme de clou. C'est pareil, on se disait, du coup, on a la févrole, c'est le marteau, et systématiquement, on l'utilise. Donc ça ne va pas, et on se rend compte qu'il y a des soucis de durabilité de la gestion de sa févrole. Donc on essaie de nous travailler à des stratégies alternatives en se disant comment, dans un système de culture, en fonction de ce que l'on a comme culture de rente, de ce que l'on veut mettre, on choisit des espèces qui peuvent être mieux adaptées que d'autres. La févrole est toujours très intéressante, mais il y a peut-être d'autres espèces intéressantes, dans les légumineuses aussi, ou des variétés de févrole qui sont aussi intéressantes. Donc là-dessus, c'est un premier point. Et puis en plus, on regarde nous ce qui se passe derrière. Donc par exemple, on s'est rendu compte que la variabilité de la culture de rente qui suit le couvert est aussi importante, la variabilité génétique. Donc il y aurait presque à réfléchir les combinaisons couvert végétal, culture de rente qui suit pour optimiser des fonctions, par exemple de restitution et d'absorption d'éléments nutritifs. Là, il y a une thèse qui se termine dans l'équipe qui a regardé aussi le stress hydrique sur tournesol et le stress azoté sur tournesol en fonction des couverts. Donc on voit qu'il y a des choses où on a encore besoin de comprendre comment ça passe, tout ça pour, encore une fois, apporter des éléments face à l'adaptation, face aux effets du changement climatique. On est quand même bien dans cette thématique-là. Ça, c'est le premier point sur lequel je Ouais. voulais revenir. On travaille aussi d'ailleurs pas qu'en grande culture. Il y a une thèse en ce moment qui utilise des couverts végétaux dans des vergers de kiwi
pour essayer de restaurer la fertilité. Il faut savoir que les effets du changement climatique induisent aussi un dépérissement très fort des vergers de kiwi en France et dans le monde. Et les couverts sont aussi une voie pour essayer d'améliorer le fonctionnement global du sol, la fertilité globale du sol, mais on se pose des questions sur l'aspect purement biologique et régulation que permet des couverts. Donc ça, c'est un point important. Et voilà, donc c'est sur ça que je voulais revenir. Ok. Et le méthaniseur? le méthaniseur, alors sur le méthaniseur, là encore, tout à l'heure, je disais, il faut de la nuance. C'est l'état de départ de votre sol qui va être important, parce que si on part d'un sol qui a très peu de matière organique, il est évident que je partage le point de vue de Yves, à savoir commençons par On laisse tout restaurer. sur le sol, d'accord. Voilà. Commençons par Ok. restaurer un état de fonctionnement du sol qui va bien. Après, la question qui va se poser, c'est voilà, quand on a un sol qui fonctionne bien, effectivement, on peut avoir une exportation d'une partie de la biomasse pour alimenter un méthaniseur, parce que de toute façon, on a quand même tout le système racinaire qui reste. Bon, si Claire Chenu a fait l'intervention, elle vous aura dit que la contribution à la restauration des stocks de carbone par le système racinaire est très, très importante. Hein, c'est un facteur de conversion plus élevé que les parties aériennes. Et puis en plus, on laisse toujours un peu de parties aériennes. Donc voilà, c'est toujours mieux qu'un sol nu. C'est moins performant que si on restaure tout. Mais si on a déjà bien restauré la fertilité de son sol, bah, voilà, ça peut être dans le mix de solutions énergétiques aussi qu'il faut qu'on envisage, ça peut faire partie des pistes. Claire Chenu, avec laquelle vous avez réalisé votre thèse, si ma mémoire est bonne, cher C'est ça. Lionel. Il y a une question que je me pose, comment dirais-je, à vous écouter tous les deux, on est toujours, alors la conservation des sols, les nouvelles pratiques sont déjà là, elles sont bien diffusées, néanmoins on sent bien qu'il y a de l'expérimentation, c'est du point de croix, c'est de la dentelle. Ce qui m'amène à une question que pose également Michel Brossard, hein, la question des pas de temps. Des pas de temps, pardon, le temps d'expérimentation, le temps de trouver la bonne interculture associée avec la bonne culture de rente avant ou après, finalement, c'est un temps long qui n'est pas forcément celui du temps économique de l'agriculteur, du temps du système agroalimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas là deux temps différents qui ont du mal encore à dialoguer? Autrement dit, est-ce que l'expérimentation, trouver la bonne structure d'agroécologie, ce n'est pas une gageure face aux difficultés du monde agricole? Yves, Lionel, Yves. Alors, de toute façon, un agriculteur, il fait 40 récoltes dans sa carrière, hein. Donc, de toute façon, Voilà, ouais, comme ça c'est dit. voilà, on a une fenêtre qui est très, très limitée. Voilà. Pour que ce soit pour l'agriculture de conservation ou autre, hein, celui qui a besoin de faire des fourrages pour ses vaches, il a que 40 coups d'essai dans sa vie. Donc, Mhm. on a cette contrainte-là, effectivement. Euh, nous, on travaille beaucoup en groupe aussi pour partager, échanger, aller plus vite, parce qu'en fait, dans le groupe, quand il y en a un qui a trouvé une solution, que ce soit pour adapter un semoir pour une situation particulière ou pour un couvert qui va bien dans son secteur, etc., qu'il la partage à ses copains, les copains gagnent du temps. Voilà. D'accord. Et Ok. puis quand Lionel nous donne des recettes qui marchent bien aussi, on gagne du temps. Parce que c'est pas toujours le cas. C'est Bon. Donc on couvre les sols en permanence, on a bien compris. On laboure quand même un petit peu, on griffe, on y fait quoi au sol? Là aussi, ça dépend des conditions pédo, morpho, climato, culturelles. Est-ce qu'il y a une règle ou il n'y en a pas en la matière? Alors, moi, j'ai une position un peu extrémiste, c'est Allez-y. pas de charrue. Pas de charrue. C'est-à-dire que autant la définition de la FAO dont parlait Lionel tout à l'heure est peut-être un peu rude parce qu'effectivement, elle laisse pas accès, enfin, ça paraît être un idéal un peu inaccessible. Mais après, on sait que la charrue est le pire des outils en termes de qualité des sols. Et on a quand même d'autres façons de travailler les sols pour obtenir des effets intéressants, pour corriger des problèmes de compaction ou des problèmes de salissement, sans les ravages, entre guillemets, de la charrue. Mhm. Mais en même temps, la charrue, c'est bien, c'est pour contre les adventices, ça évite d'utiliser du glypho. Alors, on sait lutter contre les adventices avec Comment? tout un système de culture où on combine plein de leviers, hein, la rotation, la gestion des couverts végétaux, des petits travaux très superficiels. On a des outils qui permettent de travailler sur 3-4 cm et d'éliminer tout le salissement. Mhm. Euh, je dois oublier certains leviers encore qui ne me reviennent pas, mais enfin, on arrive du coup à les Ok. gérer sans charrue. Les couverts aussi, on en reparlait, mais les couverts aussi peuvent aider. Hein. Moi,
Sur certaines graminées, vous évoquez tout à l'heure le régras, par exemple, qui est une problématique sud-ouest importante, plus que le vulpin, ça a été dit. On se rend compte que sans le couvert va permettre de ralentir considérablement à condition qu'il soit réussi. Donc ça aussi, ça pose des questions de maîtrise technique, mais un couvert végétal qui va bien se développer, je ne dis pas qu'il va tuer le régras, puisque c'est d'autres effets qu'on pourrait rechercher, des effets de régulation, mais là, il va le contrôler et on va avoir un stade phénologique du régras qui sera facilement contrôlable mécaniquement. Le problème du régras, c'est quand il commence à avoir talé, à installer un système racinaire, mais c'est valable pratiquement pour toutes les graminées, pour toute cette famille-là, un système racinaire fasciculé qui va être compliqué à détruire, mais mécaniquement. Et donc, c'est vrai que l'arme chimique était le glyphosate aide beaucoup, puisque du coup, vous n'avez pas ce souci-là. Quand vous ne l'avez pas, ou quand vous essayez de vous en passer, ce qui est le cas, hein, nous, déjà sur les unités INRAE, il n'y a plus de glyphosate depuis plusieurs années maintenant, donc on apprend à travailler sans et on se pose les mêmes questions. On n'est pas meilleur que les agriculteurs pour innover. Donc, vous faites comment, vous, justement? Vous aviez pris à la lettre la déclaration de Macron, hein, qui avait dit plus de glyphosate, et donc plus de glyphosate, effectivement. Et alors, comment vous les gérez, ces adventices, ce régras, ce vulpin et autres? Eh ben, on active les leviers qu'a évoqué Yves. Alors, c'est pas sans contrainte, ça va dépendre des unités expérimentales. On pousse des fois des curseurs de façon très forte pour aller pouvoir explorer des situations complexes. Par exemple, des collègues à Dijon, donc sur le domaine des poisses, qui est une unité expérimentale, ils sont allés volontairement très loin dans la rupture en supprimant totalement l'usage des pesticides sur tout le domaine et en essayant de dire comment on fait en plus sans travail du sol. Donc là, très clairement, ils sont arrivés à des ruptures fortes avec une flore qui devenait difficilement contrôlable, mais ça amène des éléments très intéressants sur la dynamique de la flore. Et donc maintenant, d'autres leviers vont être activés, travail du sol occasionnel pour essayer de l'enfouir, et on va regarder un petit peu comment ça se joue. Donc c'est le but aussi de la recherche. Nous, on est là pour pousser des curseurs un peu loin, prendre des risques. On ne vit pas de la production de nos parcelles, donc on peut se permettre d'impacter la production, mais l'idée, c'est de quantifier les effets. Et nous, sur le site de Toulouse INRAE, on a une unité expérimentale, donc qui est sans glyphosate également. Du coup, on a des stratégies de diversification. Alors, là, je vous brosse un portrait un peu idyllique. C'est pas le cas. Il y a aussi des situations très complexes sur nos parcelles. On a une flore qui évolue, des chardons qui apparaissent. Donc, on replace, par exemple, de la luzerne dans notre système de culture, alors qu'on n'a pas d'élevage du tout, parce qu'on sait que par la luzerne, on va pouvoir arriver à réguler des vivaces comme des chardons plus efficacement enfin, en tout cas sans armes chimiques, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc, on essaie de contrôler un petit peu tout ça, réactiver alors des leviers qui sont peut-être un peu anciens pour certains, diront la luzerne on en avait avant, et ouais, mais ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise solution, donc on la remet en place. Voilà. Et puis, on a des parcelles, alors je finis, mais on a des parcelles sur lesquelles on est avec un travail du sol sans labour en place, donc on n'a pas ce levier de labour, puis d'autres parcelles où on a encore du labour. Je pense notamment à des parcelles qui accueillent des évaluations variétales. Donc là, on a un protocole qui est très strict, parce que c'est homogène au niveau national. On nous demande d'évaluer des parcelles dans une certaine situation agronomique qui implique du labour. Donc là, vous voyez, on a un levier qui est toujours la charrue sur notre site. Donc on adapte, mais on explore aussi des situations que les agriculteurs auront peut-être à explorer prochainement. D'accord, et en tout cas, j'entends bien que il n'y a pas de modèle global, c'est quasiment à la parcelle. Donc c'est une prise de risque quand même supplémentaire pour le monde agricole, Yves Ferrier. Le glyphosate a des qualités indéniables en termes de gestion des itinéraires techniques, hein. Donc effectivement, avec Lionel, on avait travaillé sur un projet commun là, sur la suppression du glyphosate dans les itinéraires techniques. Il y a aussi, pour certains, il va se passer une substitution, hein. C'est un autre herbicide qui va rentrer dans les itinéraires techniques. Donc là, en fait, on en remplace un par l'autre qui sera peut-être un peu moins efficace, peut-être un peu plus cher. Donc c'est pas forcément réellement satisfaisant, mais c'était une piste de sortie, en tout cas, pour peut-être certaines situations si jamais le glyphosate devenait interdit. Euh, et après, de toute façon, on a des gens quand même qui arrivent à combiner agriculture biologique et agriculture de conservation, ce qui nous montre que C'est quand pas un même... fantasme, ça. Il y a des gens qui arrivent vraiment. Alors, C'est pas un fantasme, mais avec la définition un peu souple qu'on évoquait tout à l'heure de l'agriculture de conservation. Voilà, c'est là que la limite qu'on évoquait tout à l'heure de la définition de la FAO est atteinte. Quand on regarde un petit peu, c'est des systèmes où il va y avoir la possibilité de se passer plusieurs années de suite d'un travail du sol un peu intense, voire
parfois pas du tout de travail du sol. Puis, voilà, pour gérer une flore qui aura commencé à se redévelopper, accepter qu'il y ait un petit travail du sol. Alors, généralement, c'est quand même des agriculteurs qui ne font plus de labour pour ceux qu'on connaît. Vraiment, la charrue, elle est même plus présente, mais ils ont quand même un peu de travail du sol qui revient. Donc, on n'est pas dans cette définition voilà, stricte du non-travail du sol. Enfin, Yves, je pense que tu complètes, mais voilà, on va retrouver plutôt ces systèmes-là. Mais par contre, nous, côté recherche, c'est extrêmement intéressant ces systèmes parce qu'on n'a quasiment pas de références, ou on a peu de références. Il y a quelques collègues qui travaillaient dessus, collègues lyonnais, je pense notamment à Joséphine Peigné, voilà, qui avaient quand même regardé ces réseaux d'agriculture biologique de conservation depuis pas mal d'années. Et pour autant, on manque encore pas mal d'informations sur les niveaux de performance obtenus, de fonctionnement biologique du sol, par exemple, et puis l'impact que va avoir ce petit travail du sol à un moment donné, vers où est-ce quelle limite on atteint? Est-ce qu'on retombe à un niveau proche du labour, par exemple, parce qu'on a travaillé le sol, ou une situation intermédiaire? Et puis, quelle dynamique de réévolution de ces propriétés? Il est fort probable, on peut faire des hypothèses sur le fait qu'on ne va pas, par un travail du sol sans retournement profond, détruire toute la communauté lombricienne qui aura été établie et qui, en plus d'elle-même, va avoir une communauté Il n'y a fongique, pas que etc. l'hélobrique dans la vie, hein. Il n'y a pas que l'hélobrique dans le sol, hein. Exactement, mais c'est pour donner un exemple. Il est fort probable que les communautés microbiennes, bactériennes ou fongiques ne reviennent pas à un état proche d'un travail du sol intense. Et leur dynamique de réévolution est peut-être plus rapide. Donc tout ça, on va essayer, nous, de le quantifier. Ça fait partie des pistes de projets de recherche qu'on a, en tout cas. D'accord. Bon, on a vu la couverture du sol, on a vu le travail mesuré, modéré du sol. Vous voyez quels autres leviers? Alors, vous travaillez ensemble sur les associations variétales, c'est ça? Y Ferrier comme levier pour s'adapter et atténuer les effets du changement climatique. Association d'espèces, oui. D'espèces, pardon. Oui. Oui. C'est-à-dire, qu'associez-vous exactement? Je te laisse. Oula, ouais, une grande diversité d'espèces dans le cadre du. Alors, juste un mot, donc c'est un projet européen qui mêle un certain nombre de cas d'études parce que les questions qu'on se pose, elles se posent à l'échelle européenne, voire mondiale, hein. On n'est pas les seuls à se poser ces questions-là. Et dans le cadre du Green Deal, alors certes, certains l'ont critiqué beaucoup, mais il y a quand même Le pacte vert. Exactement, le pacte vert. On a une stratégie de diversification des cultures. C'est quand même. Aujourd'hui, pour le coup, il y a un consensus sur le fait que la diversification végétale dans l'espace et dans le temps est un des leviers principaux d'adaptation au changement climatique. Et Pourquoi ce serait un levier auquel on ne pense pas spontanément? déjà parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier pour commencer. C'est-à-dire que Voilà. quand sur une Donc, c'est-à-dire exploitation augmenter agricole, le nombre d'espèces que l'on va manger, c'est ça? Tout simplement. déjà, oui, pour commencer, Voilà. et en tout cas présentes sur une exploitation, sur un territoire à un instant donné. D'accord. Elles n'auront pas toutes les mêmes sensibilités aux effets du changement climatique, toutes les mêmes. Par exemple, évoqué tout à l'heure les problématiques d'érosion des sols. C'est sûr qu'on se rend très clairement compte que si les agriculteurs se coordonnent pas sur certains territoires, ils font tous en même temps du tournesol, on va amplifier le phénomène d'érosion, puisque c'est une culture qui couvre peu. Donc, il y aurait une diversité, on limiterait déjà ce problème-là, puisqu'on a une continuité paysagère qui s'opère, et donc c'est typiquement un problème qui se gère collectivement et pas individuellement, la problématique d'érosion. Donc, ça Donc veut voilà. dire qu'on ne fait plus de monoculture, ça veut dire qu'on n'attribue plus à une région, à un département, à un pays, un type de culture. Bah, On ne ça, fait pas que du maïs à un endroit, on va faire du maïs plus autre chose. ben ça, c'est voilà, nous on essaye de viser le futur idéal, si je peux dire. Ce serait ça, effectivement, c'est qu'il y ait des filières installées sur des territoires qui permettent d'avoir une diversification végétale et que les agriculteurs produisent des cultures qu'on leur achète. Ça, c'est aussi important. Et donc, effectivement, ça pose de vraies grosses questions. On analyse, alors c'est des collègues dans le projet, des collègues notamment de Belgique, de l'université de Louvain-la-Neuve ou de Leuven, qui analysent les verrouillages dans les filières pour essayer de comprendre pourquoi cette diversification végétale, et en plus, nous, avec un prisme supplémentaire qui est celui des associations d'espèces, ne se met pas en place. Et typiquement, ce que vous évoquez, la spécialisation de territoire, c'est un problème majeur. Quand on est organisme économique et qu'on a une espèce végétale à gérer, c'est plus simple pour les silos, pour la logistique, pour le conseil, pour la vente, enfin pour tout. Voilà. Et du coup, pour Ferrier, ça l'agriculteur veut qui veut dire vendre. qu'une des clés, c'est ça, c'est de remettre en cause la logique des filières. Alors moi, je Si je travaille tire le surtout fil jusqu'au bout, hein. je travaille surtout sur le conseil des agriculteurs. Moi, après, le problème filière me On est dépasse un d'accord. peu. Euh,
Et C'est ça veut si. dire quoi concrètement pour les agriculteurs? Ça veut dire que ils vont devoir chacun cultiver plusieurs espèces, là aujourd'hui ils en font quelques-unes seulement. Oui, alors je voulais revenir sur la question de départ, là, en quoi Allez-y. avoir plusieurs cultures est intéressant. On se rend compte que les systèmes, en fait, ils gagnent beaucoup en robustesse à avoir, enfin, voilà, plus il y a de diversité, plus il y a de robustesse dans le système. Et effectivement, derrière, du coup, quand je me mets à produire du pois chiche, est-ce que quelqu'un va me l'acheter? Euh, Certaines années, oui, parce qu'il en manque. D'autres années, il y en a ça déborde de partout, plus personne ne veut l'acheter. Donc, du coup, effectivement, sur le problème des filières, on bute souvent dessus, hein. Ben après, du coup, ceux qui sont les plus attachés. Alors, on a quand même beaucoup de cultures qu'on peut vendre dans nos régions, dans le sud-ouest, quand même. On peut déjà faire une rotation avec les cultures de vente assez diversifiées. Si on rajoute les couverts végétaux, où là, on n'a pas la contrainte de devoir commercialiser derrière, ça permet d'introduire encore de la diversité sans complication de vente. Sinon, après, ben, c'est la vente directe, hein. L'agriculteur se crée sa filière. D'accord. Donc, De façon, oui, ça remet en cause beaucoup de choses. C'est pas seulement des questions agronomiques. Derrière, il y a des questions économiques et des questions de. Oui, c'est ça, des questions économiques liées à la filière, aux filières agroalimentaires. Donc, ça va plus loin que simplement se poser la question de planter une espèce de plus que ce que l'on plantait avant. Il faut qu'il y ait une filière derrière. Euh, Est-ce qu'on teste également de nouvelles espèces? Alors, des nouvelles variétés, ça c'est classique. Est-ce qu'on teste des nouvelles espèces? Est-ce qu'en Occitanie, on va tester, je sais pas, le pistachier, par exemple? Ça y est, oui. Je connaissais la réponse. Ben oui, on voit des cultures se développer, hein. Chez nous, les plantes aromatiques et médicinales n'étaient pas très présentes. Ouais. Il y en a de plus en plus. Euh, D'autant plus qu'il y a une filière aussi qui s'est structurée. On voit que ben, le tournesol, quand même, est de cultiver de plus en plus vers le nord de la France par rapport à autrefois. Chez nous, on le voit monter en altitude. Le blé dur est sorti de l'arc méditerranéen. Voilà, il y a de plus en plus de cultures comme ça qui apparaissent. Pas qui apparaissent, que vous faites Enfin, apparaître quand même. c'est pas des nouvelles cultures, c'est de nouvelles cultures pour un territoire. Lionel? oui, ben, même constat. Alors, nous, en recherche, on est parfois plus lent puisqu'on a besoin de comprendre comment ça se passe. Donc, on observe d'abord ce que font les agriculteurs et on constate qu'ils vont plus vite pour introduire de nouvelles espèces que ce qu'on fait nous de notre côté. Donc, après, on vient regarder comment ça marche. Et Mais pardonnez-moi de on vous voit, couper, ça, oui, ça peut vous inquiéter, ça? Il n'y a pas des moments où vous vous dites, oula, ils essayent ça, mais ça pourrait modifier les sols, ça pourrait devenir invasif dans certaines conditions? Non, c'est jamais arrivé. hmm, alors, Ah, pas à ma connaissance à titre personnel. Peut-être que c'est arrivé à des collègues, effectivement, de s'inquiéter de ce qu'on pourrait appeler des stratégies de maladaptation, hein, c'est le terme qu'on entend souvent. Euh, bon, moi, j'ai pas d'exemple en tête, donc d'accord. je vais pas le développer. Je me demande Juste si pour on vous, n'a pas des fois quand même des adventices qui sont arrivés dans des lots de semences ah, d'espèces nouvelles. ça, c'est pas impossible, voilà. Mais c'est Voilà. pas, tu vois, pour le coup, c'est pas lié à l'espèce, mais c'est lié au tri derrière qui Oui. peut poser question. Ouais. Mhm. Mm. Mais juste pour explorer un petit peu cet exemple, nous, on teste des choses, mais que déjà les agriculteurs font. Mais par exemple, on parlait des couverts tolérants au stress hydrique. Yves évoquait le sorgho. Bon, c'est bien du sorgho, mais nous, on essaie de l'associer, si possible, à une légumineuse aussi. Donc là, on est en train de regarder, là, l'associer à du niébé, donc qui est une légumineuse africaine. Mhm. Alors, il y a déjà eu un projet, d'ailleurs, un projet Mhm. que les chambres d'agriculture avaient monté hein, dans le cadre d'un CASDAR, où les éleveurs s'intéressaient à ces associations de maïs avec deux types de légumineuses qui seraient plus tolérantes au stress hydrique pour voir comment ça pouvait alimenter, améliorer la valeur du fourrage. Et donc nous, on va le Association regarder. dans la rotation ou au sein de la plantation de maïs en Ah, interrang? maïs associé, ouais, complètement. Ouais. Maïs D'accord, associé en avec. interrang, ok. Oui, ouais. Mhm. Ce qui était historiquement notre haricot tarbé, c'était déjà une maïs associé, bah, c'est un peu la même idée, avec quand même l'idée que ça soit un fonctionnement le plus possible en légumineuse, c'est-à-dire que ce ne soit pas une plante qui soit alimentée par de l'azote minéral, Mhm. mais bien de l'azote atmosphérique pour qu'il y ait un vrai intérêt. Donc nous, dans les couverts, voilà, on l'installe pour regarder comment il tolère le stress hydrique, pour essayer d'avoir voilà, un couvert végétal multiperformant et on évite les couverts monospécifiques, hein, les couverts végétaux avec une seule espèce. On est plutôt sur des couverts en mélange parce qu'on se rend compte qu'on a
une stabilité de la production et de l'efficacité du couvert. Donc, on va chercher des espèces complémentaires. D'accord. Il y a des espèces exogènes qui vous semblent intéressantes pour l'avenir. J'ai cité le pistachier, mais qu'est-ce qu'on pourrait voir dans le Tarn dans quelques années? Qu'est-ce qui vous paraît intéressant tous les deux, d'un point de vue économique, agronomique? Faites-nous rêver. Le Tarn demain, allez hop, 2050, on y voit quoi qu'on n'y voit pas aujourd'hui? Déjà, on y voit des sols couverts quasiment tout le temps. Ça serait C'est déjà bien. bien parce que là, il y a déjà un enjeu encore d'érosion forte sur notre territoire. Tout le sud-ouest France, hein, pas que le Tarn, mais on a encore un gros travail à faire dessus. Donc, sans forcément aller chercher des espèces totalement exotiques, je pense qu'on a déjà pas mal de. On a de la variabilité génétique aussi à creuser, hein. On a beaucoup d'espèces qui ont été un petit peu oubliées. On parle Lesquelles? des lentilles, du pois chiche. En France, on a assez peu de diversité génétique. Il faut qu'on aille Les chercher. légumes secs, en gros. Ben, les légumes secs, oui. Voilà. Bah, déjà parce que on parle de transition agroécologique, on sait très bien que la transition, c'est aussi un peu moins d'alimentation carnée, un peu plus d'alimentation végétale pour pas tomber dans un extrême, mais au moins se dire on a besoin de végétaliser, donc on a besoin de protéines végétales, il faut qu'on en produise. Donc, en plus, il y a un gros intérêt dans la reconception, une rotation diversifiée de les introduire. Donc voilà, il y a un enjeu majeur. Pour revenir sur les mélanges d'espèces, pour vous citer quasi systématiquement dans nos mélanges d'espèces, il y a des légumineuses. C'est aussi un levier très fort pour introduire la légumineuse dans les associations. Mhm. Voilà, parce que sinon, on n'en fait pas assez. Citer les légumes secs, hein, c'est pas parce qu'ils sont secs qu'ils n'ont pas besoin d'eau. Et j'en viens à la question de l'irrigation. Est-ce qu'elle fait partie de la solution, Yves Ferrier? Est-ce qu'elle fait partie des solutions, voilà, d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique? C'est un gros mot, hein, aujourd'hui dans certaines bouches. Irrigation, on pense à énormes bassines, voilà, c'est des sujets qui ne font pas plaisir. Est-ce que voilà, il va faire de plus en plus chaud, de plus en plus sec, les quantités d'eau disponibles vont devenir de plus en plus imprévisibles? Est-ce que même avec voilà, ces associations d'espèces, modification des rotations, la couverture des sols en permanence, est-ce qu'il y aura besoin, ne serait-ce que pour la faire pousser, cette couverture du sol, est-ce qu'il y aura besoin d'irrigation encore de façon plus importante demain? Alors, le sujet est complexe à traiter. Je ne sais pas si Ben on peut oui, donner une réponse tranchée. on a encore un Euh, peu de temps, vous pouvez y aller. Je ne vous demande pas d'être tranché, je vous demande juste votre avis, Ouais. Non, mais je veux dire, il faut un petit peu de nuance. bien L'irrigation pour sûr. du maraîchage, pour certaines productions très spécialisées, évidemment, reste inévitable. Après se pose la question de l'irrigation, on va dire en routine, pour des cultures à moins forte valeur ajoutée, où là, c'est plus compliqué. On est sur un intrant qui repose sur de l'énergie et de l'eau, donc L'énergie, c'est les pompes d'irrigation. voilà, les pompes d'irrigation. Donc deux ressources dont on sait que il y a des tensions qui peuvent très vite Mhm, arriver. mhm. Soit on n'en a plus, comme de l'eau, ça peut arriver certaines années, soit les prix grimpent très très haut. Et c'est ce qu'on a vu récemment aussi là sur les coûts d'irrigation. Donc c'est à la fois une sécurité pour pouvoir faire des rendements, on va dire, un petit peu stabilisés et plus élevés qu'en sec, pour pouvoir faire certaines cultures à très forte valeur ajoutée aussi, comme du maïs semence ou autre. Mais en même temps, en plus de l'investissement, c'est aussi une fragilité parce que l'année où il n'y a pas d'eau, on perd tout ça. Et vous citiez tout à l'heure, hein, ces bonnes plantes en interculture, le sorgho piper et la févrole. S'il fait de plus en plus chaud, est-ce qu'il ne faudra pas les irriguer elles aussi? Alors, c'est des choses qu'on a envisagées, qu'on a testées. Au début, ça a un petit peu fait bondir l'agence de l'eau, qui finalement a compris l'intérêt. Euh, c'est pas si simple que ça parce que bon, il faut du matériel qui le permet, hein, quand c'est des cultures, quand c'est des systèmes d'irrigation avec des sprinklers qu'il faut poser, bon, ben là, c'est un petit peu compliqué quand même d'aller poser un système complet d'irrigation juste pour faire lever un couvert. On s'est rendu compte que quand on arrosait aussi, on faisait lever beaucoup d'adventices Eh oui, en forcément. parallèle du couvert végétal. Donc certes, on gagne d'un côté, mais on complique aussi les choses de l'autre. Euh, pour l'instant, honnêtement, quelques agriculteurs aujourd'hui font ça très très ponctuellement. Euh, Ça reste pour l'instant très très mineur, quoi. D'accord. Lionel, la question de l'eau, de l'irrigation, Un elle gros- fait très- partie de la solution ou au contraire, il faudrait penser à l'utiliser, à y faire, oui, à l'utiliser de moins en moins? Alors, ben,
évidemment une grosse question. Je pense que bon, Yves l'a dit, mais je partage. L'utiliser de moins en moins, ça va être compliqué dans certains systèmes de culture, systèmes de production. Je pense le maraîchage. Aujourd'hui, on est très déficitaire en production de légumes sur nos territoires. Et clairement, maraîchage sans eau, c'est très compliqué. Dans le sud-ouest de la France, et alors je ne vous parle pas du pourtour méditerranéen où c'est encore plus compliqué, et pourtant la région Occitanie, on est bien concerné, hein, il y a un enjeu très fort. Donc, simplement ce qu'on peut voir quand même, pour voir le côté, le verre à moitié plein, pour rester sur l'eau. Aujourd'hui, on a une diminution des systèmes irrigués traditionnels, historiques, c'est-à-dire la monoculture de maïs irrigué diminue en surface sur notre territoire. Et aujourd'hui, on voit que l'irrigation est de plus en plus remobilisée. Alors, c'est une diminution qui est significative, hein, et qui est tendancielle, au profit d'une diversification. Alors, parfois, pour mettre du soja, ça ne veut pas dire qu'on va économiser beaucoup d'eau par rapport à du maïs, hein, mais on produit une protéagineuse dont on était très largement dépendant, donc c'est pas mal non plus, par rapport à une plante dont on était largement excédentaire comme le maïs. Et puis, on voit l'irrigation qui est de plus en plus utilisée comme levier de diversification, y compris par des agriculteurs bio qui s'installaient. Parce que pour beaucoup de plantes, vous avez parlé du cas de certains légumes secs à produire, effectivement, certains vont avoir besoin d'un peu d'eau à un moment donné du cycle, et c'est vraiment un levier de stabilisation de la productivité. Nous, avec des collègues, là, ça me fait une bonne transition ce que vous dites, on a un projet, des projets TETRAE, donc c'est des projets INRAE qui sont adossés avec les régions, donc il y en a un petit peu sur toute la France. C'est des projets qui visent à étudier les territoires en transition, enfin, d'où le terme tétraé. Et on a un projet qui s'appelle TAIOC, pour transition agroécologique et Vous aimez bien irrigation. les acronymes bizarres, vous, hein, quand même. Ah oui, mais alors, en fait, c'est le premier truc qu'on nous demande quand on monte un projet, c'est de trouver un acronyme. Alors, du coup, TAIOC, Tétrae et TAIOC. voilà, TAIOC. Et TAIOC, ça veut dire transition agroécologique et irrigation en Occitanie. Donc, pour justement regarder, est-ce que c'est des termes qui doivent s'opposer ou pas. Et donc là, on est sur des multifilières, un viti, maraîchage, grande culture. Et le constat, c'est que on parle de plus en plus d'une irrigation multifonctionnelle. Donc, on est vraiment dans une logique de se dire l'irrigation peut être un levier pour aller activer des fonctions écosystémiques qui servent nos services écosystémiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La question que vous avez posée typiquement sur l'irrigation des couverts, on va la poser. Est-ce que arroser un couvert végétal, alors là, on est en plus sur l'arc méditerranéen, donc dans un territoire très contraint au niveau hydrique et climatique, avec rarement des pluies qui permettent de lever des couverts. Or, on sait que, on a vu la clé de voûte de tout ce qu'on a discuté avant sur la fertilité des sols, c'est réussir son couvert végétal. C'est ce qui va nous permettre de réduire son travail du sol, ce qui va nous permettre de réguler certains bioagresseurs, ce qui va nous permettre de remettre du carbone, etc. Et donc de se dire, quel est le coût en termes de services et de disservices, donc d'impact négatif, d'une irrigation d'un couvert. Et donc là, avec des collègues d'une unité montpelliéraine qui s'appelle GEO, c'est notre acronyme pour gestion de l'eau, des acteurs et des usages, on lance un programme de thèse là-dessus à l'automne prochain pour quantifier ce que vient de dire Yves, c'est-à-dire amener des éléments objectivés, parce qu'il se trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, voire même il y en a très peu, des effets positifs et négatifs que l'on aurait à irriguer un couvert végétal dans un système de culture qui, globalement, ne consommerait pas plus d'eau, mais on réallouerait l'eau différemment dans le système. Si on part d'un système de monoculture de maïs irrigué et qu'on construit un système diversifié avec des cultures qui sont moins gourmandes que le maïs, on peut se permettre de dire on alloue de l'eau pour produire du carbone, remettre de la fertilité dans notre sol. À un moment donné, ça ne sera pas tous les ans. Donc il y a aussi une analyse un peu des occurrences de cette irrigation. Parce que ça va nous rendre des services. Parce que notre couvert, si notre couvert ne pousse pas, c'est plein de problèmes derrière. C'est pour un agriculteur, ça veut dire retravailler son sol, gérer différemment. Voilà. Donc ça apporte des éléments à votre question, je pense. Oui, Yves Ferrier, on évoquait les modifications phénologiques des cycles des plantes. Est-ce qu'il est facile de modifier les dates de semis, de modifier les rotations? Parce que je suppose qu'il faudra bien le faire pour s'adapter au changement climatique, voire l'atténuer. Comment on fait? Alors, on est en train de remettre. On avait un petit peu des manuels de culture, hein, qui nous disaient le colza, c'est semé à partir du 25 août, avec telle densité, telle préparation, etc. Je prends le colza parce qu'aujourd'hui, on a complètement rompu cette orthodoxie. On sème le colza juste après la récolte de la céréale à paille. On associe quelques plantes estivales gélives qui vont lui tenir compagnie pendant l'été.
et ensuite il continuera son chemin. Ça nous permet d'éviter, enfin de sécuriser la levée, puisque derrière une moisson, si on est très rapide, on sait que ça lève beaucoup mieux les choses qu'en plein été où on compte sur des hypothétiques orages. Ça nous évite les problèmes de ravageurs à l'automne qui enfin, sont toujours là, mais arrivent sur des plantes très développées et vigoureuses, donc du coup, il n'y a pas d'impact sur la production. Donc, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Il faut juste oser sortir de ce qu'on faisait. Les lentilles aujourd'hui commencent à se semer au mois de novembre, alors que précédemment, c'était toujours en février qu'on Février. semait la lentille, mais le froid hivernal n'est plus là. Enfin, en tout Mhm. cas, peu A intense. priori, oui. Mhm. Et donc, en fait, il faut juste casser un peu les réflexes qu'on avait. D'accord. Donc c'est possible, mais est-ce que ça ne modifie pas aussi les périodes et les doses auxquelles on utilise les engrais et les pesticides pour ceux qui en utilisent toujours? Alors, du coup, quand on rentre Je dans dis ces ça par périodes, rapport aux périodes réglementaires où on a le droit eh oui, d'utiliser l'azote minéral notamment. et oui, oui, on se décale en décalant très fortement comme ça les dates de semis. Il y a des interventions qui forcément se retrouvent à des dates un peu inhabituelles. Ça peut poser problème des fois dans des réglementations de produits phyto ou autres dont on aurait besoin et qui tombent à un moment où c'est pas encore homologué pour un usage à cette date-là. Bon, on s'en sort quand même en général. Et c'est vrai que sur la fertilisation, moi j'ai de plus en plus d'agriculteurs qui, par crainte de longues périodes de sec et de chaleur sur le printemps, par exemple, où on sait que si on amène un engrais à ce moment-là, ça ne marche pas, ils anticipent les apports plutôt autour du mois de février pour sécuriser D'accord. l'efficacité de l'engrais, quoi. Alors, Lionel Aletto, autre levier, alors, j'ai perdu le terme en anglais, la double culture. Voilà, c'est Thierry Caquet qui en parle beaucoup, votre directeur environnement, ou Christian Huyghe, votre directeur Mhm. agriculture, je ne sais plus. Racontez-nous ce que c'est, parce que je ne sais plus du tout. Alors, il y a plusieurs formes de double culture que l'on peut Voilà, envisager dans les merci. systèmes. Il y a historiquement des agriculteurs qui faisaient ce qu'on appelle des cultures dérobées. Donc, C'est vous allez ça. avoir, par exemple, une culture d'une céréale. Alors, c'était souvent derrière de l'orge, récoltée assez tôt, début à la mi-juin, autour de la mi-juin. On peut se permettre de mettre dans la foulée une autre culture qui va avoir son cycle qui sera possible avant à la fin de l'automne. Donc, par exemple, un soja. Donc, c'est ce qu'on Mhm. appelle une culture dérobée. Donc, ça, c'est une forme d'intensification écologique d'un système, puisque plutôt que de laisser un sol nu ou avec un couvert qui ne va pas forcément bien pousser, sauf si on l'arrose, mais ça c'est d'autres questions, mais on peut se dire on met un soja qui sera valorisé. Alors il y a des stratégies aujourd'hui de double culture qui sont opportunistes, des agriculteurs qui vont semer par exemple un couvert de sarrasin et qui vont le récolter s'il est prêt à être récolté et qu'il va bien, sinon ils le détruisent, ils auraient fait un couvert végétal. Donc on voit, alors ça pour le coup, encore une fois, si on essaye d'être un peu positif dans tout ce qui nous environne aujourd'hui, se dire, ben, s'il y a un point positif aux effets du changement climatique, c'est justement d'avoir des sommes de degrés jour supérieures qui nous permettent de réussir plus régulièrement ce type de double culture. Donc ça commence à passer. Donc il y avait un projet CASDAR également porté par les chambres régionales associant Mhm. l'INRA en Sud-Ouest, qui a rendu des résultats assez intéressants là-dessus, sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, sur la double culture. Et puis on a testé, alors là c'est pour le coup un peu plus en rupture, des techniques de relais cropping. Donc là, Ah, c'est ça. voilà, ça ne C'est ça m'étonne dont pas que. Thierry Caquet m'a parlé, j'ai toujours pas compris. Alors, culture en relais, c'est qu'en fait, vous allez avoir un semis d'une culture, par exemple d'hiver, un blé, et vous allez prévoir dans ce blé une architecture, vous allez laisser des rangs vides pour une future culture de printemps qui va être semée dedans. L'idée était de se dire, un soja en dérobé, en fait, on est obligé d'aller sur des variétés plus précoces parce que le cycle est quand même plus court du soja. Si on le met derrière l'orge tout de suite après à la récolte de l'orge, si on met le soja, généralement, on peut mettre des variétés de soja, mais à précocité courte, donc des sojas précoces, et donc une productivité moindre. Là, l'idée, c'est de se dire, dans un blé ou dans de l'orge, on va aussi semer un soja, mais un soja à sa bonne date de semis. Donc, on va passer dans l'orge et dans le blé, qui D'accord. seront au stade un peu après le talage, et on va semer dans la culture de blé, on va semer la future culture de soja qui poussera après la récolte de la céréale. Donc c'est pour ça que c'est un relais qui est pris, du relais cropping. Alors ça reste très compliqué techniquement, je ne vais pas vous mentir, ça reste des techniques qui ne sont pas évidentes à réussir. Pour autant, ben, il y a des surfaces qui se font dans les pays de l'Est, aux États-Unis, en Argentine.
des surfaces importantes de relais cropping. Donc, il y a encore des voies à travailler. Simplement, là, il y a une voie, il y a plein de voies. Il y a une évolution machinisme. Donc, je sais qu'il y a des collègues d'autres unités qui ont travaillé avec des constructeurs parce qu'on peut prévoir des semoirs qui facilitent un peu le boulot pour tout ça, c'est une chose. Et puis, il y a une sélection à travailler conjointement, c'est-à-dire que l'architecture de la céréale, plutôt des pores érigés qui ne couvrent pas trop pour que le soja ait quand même de la lumière qui lui arrive, parce qu'en fait, c'est surtout une compétition vis-à-vis de la lumière qui s'opère. Donc voilà, il y a à raisonner conjointement les associations. Donc ça fait partie des associations d'espèces comme nous, on les travaille, mais sauf qu'au lieu de tout semer en même temps, on s'aime en décaler l'une par rapport à l'autre. Voilà ce que c'est que du relais cropping. Yves Ferrier, c'est là aussi pour oser faire ça, il faut casser les dogmes, comme vous disiez, il faut se sortir des cours qu'on a eus au lycée agricole il y a quelques décennies. Et en plus, manifestement, écoutez Lionel, oui, le machinisme n'est pas tout à fait le même, ça va loin quand même. Les réponses posées à apporter à la question posée au cours de ce C'est dans le sol. Eh bien oui, sur le machinisme, on a vu des agriculteurs ici, là, je pense à un Tarnais, qui se faisaient ses semoirs et se faisaient un semoir par culture. Ah oui, parce Voilà. qu'il était bon mécanicien. En plus d'être bon agriculteur. En plus d'être bon agriculteur. Mais mine de rien, comment dire, la réponse à la question posée passe par une modification du machinisme, c'est ça. Et là aussi, il y a de la recherche et développement. Là aussi, il y a un bouleversement qui est en cours. Et question subsidiaire, pour quel coût? Est-ce que ces équipements vont pas être aussi de plus en plus chers, de moins en moins accessibles aux agriculteurs, Yves? Alors, on a un peu deux voies qui se développent là. On a la voie high-tech avec beaucoup de systèmes très précis de guidage à 1 ou 2 centimètres près pour pouvoir faire des semis sur une ligne où on a précédemment passé une dent de striptil, pour pouvoir faire des binages très très précis. Euh, donc, il y a cette option-là qui se développe. euh, Avec certains agriculteurs qui, quand même dans la partie électronique, aujourd'hui, sont dans de l'autoconstruction. Voilà, on a aujourd'hui dans le monde agricole des anciens ingénieurs aéronautiques, hein, donc ils sont tout à fait capables de concevoir des systèmes électroniques un peu évolués. On a aussi une autre option qui reste très low-tech, et là, c'est les paysans qui choisissent un peu leur voie, où on a des gens qui fonctionnent aujourd'hui avec des très vieilles moissonneuses-batteuses, avec des très vieux semoirs. Et alors, ça nous oblige à adapter le conseil, la réflexion qu'on a avec eux, mais au final, on voit qu'on arrive quand même dans les deux cas de figure à faire évoluer les systèmes vers tout ce dont on parle depuis un petit moment, couverture, travail du sol limité, diversité, etc. Oui, Lionel, j'ai assisté, j'ai participé à pas mal de colloques là-dessus, low-tech et high-tech, et notamment les systèmes d'aide à la décision pour le monde agricole, des logiciels très compliqués avec des indicateurs, une instrumentation des sols, des cultures, avec des drones, avec des systèmes d'asservissement, des tracteurs, des pulvérisateurs par satellite, par caméra LIDAR, par acquisition en temps réel sur certaines vignes des œufs de la cicadelle. Bon, tout ça marche a priori très bien, mais pour l'instant, pour un coût qui semble être assez loin des capacités financières des agriculteurs, si tant est que les agriculteurs restent dans la structure anthropologique actuelle, sans l'intervention de groupes financiers. Et j'ai l'impression, voilà, on foisonne et on peut avoir... enfin, c'est assez fascinant, en fait. Finalement, l'agroécologie dont on parle depuis tout à l'heure, qui a l'air d'être une agriculture qui revient un peu en arrière avec le bon sens paysan aidé par les connaissances de l'INRAE, ben finalement n'est pas l'ennemi d'une très haute technologie. Je me trompe? Alors, je ne sais pas si vous vous trompez ou si vous avez raison, je serais bien ennuyé de répondre, mais C'est bien une réponse de chercheur, ça. voilà, mais en tout cas, je partage. C'est mon point de vue, je pense qu'il y a vraiment une convergence des approches. Depuis tout à l'heure, on parle finalement de questions d'adaptation de nos systèmes au changement climatique. Il y a derrière tout ça, nous, on se pose des questions d'antagonisme d'objectifs parfois. Par exemple, on veut aussi réduire drastiquement l'usage de nos produits phytosanitaires et des intrants plus largement. D'ailleurs, ce sera un élément important que je voudrais quand même, sur lequel je voudrais insister, c'est que
en premier lieu, pour atténuer les effets du changement climatique, le levier le plus important des systèmes de grande culture, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre avant même d'envisager le stockage, donc avant même d'envisager de compenser. Et pour ça, réduire l'usage des engrais et le fuel consommé, c'est deux leviers majeurs. Donc, on a finalement discuté de tout ça quand on reparle de diversification, de légumineuses et autres. Donc, c'est les leviers agronomiques que vous évoquez. Pour autant, derrière, si on a à gérer des bioagresseurs, là, clairement, on va avoir besoin des nouvelles technologies, soit pour identifier les pressions qui sont présentes. Vous évoquiez l'utilisation d'imagerie. Aujourd'hui, enfin, c'est redoutable ce qu'on peut arriver à faire pour estimer dans un champ des pressions biotiques, et ça ira encore mieux demain avec les nouveaux capteurs, avec le lancement. Si Ariane 6 fonctionne bien, on va avoir des lancements avec des missions Trishna, en plus des missions Sentinelle, qui vont apporter d'autres informations complémentaires sur notamment l'état hydrique des sols. Donc, on n'aura plus forcément besoin partout, à terme, de capteurs dans des parcelles. On aura une information qui sera acquise avec une fréquence très régulière. Et ça, maintenant, je veux dire, on a des systèmes de mise à disposition de cette information aux agriculteurs ou aux conseillers. Donc, ça, voilà, pour moi, c'est effectivement pas complètement antagoniste. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut miser tout sur le high-tech non plus. Voilà, il faut rester lucide sur des capacités. Et je pense qu'en plus, dans le sud-ouest de la France, les structures d'exploitation agricole permettent des acquisitions matérielles qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays ou dans d'autres territoires français. Des surfaces plus petites, accidentées, on ne va pas déployer le même matériel agricole, par exemple. C'est sûr, mais en tout cas, c'est intéressant. Et manifestement, une forme de maturité qui semble arriver dans les colloques. Je vois plus que je voyais avant des gens qui prêchaient le Saint Graal. Le Saint Graal, ce sera la robotique ou alors, mais non, pas du tout, ce sera la biodynamie. Non, je crois qu'on n'en est plus là et c'est plutôt positif. Yves Ferrier, est-ce qu'on a traité de tous les leviers possibles ou est-ce qu'il y en a un qu'on n'a pas abordé et auquel vous tenez particulièrement? Non, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Là, comme ça, j'ai rien spontanément qui me vient à l'esprit. Moi j'en ai un. On parlait de low-tech et d'high-tech, en tout cas de tech. Et est-ce que les trucs qui semblaient bizarres, très écolo avec pull qui gratte, genre l'homéopathie végétale, les extraits fermentés, est-ce que c'est des. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas avec quel bon on va chauffer demain, est-ce que c'est des choses qu'on expérimente dans le monde agricole pour répondre à la question posée, Yves, Lionel? Yves? Alors, Lionel, je sais pas. Mais vous, Mais, si, vous avez la réponse. Vous avez une mais par idée. contre, nous, oui, dans les réseaux chambres, on travaille avec des agriculteurs qui sont très curieux. On essaie d'être curieux, nous aussi, du coup. Et donc, on explore beaucoup de choses qui se font à droite et à gauche. Et effectivement, l'homéopathie sur le végétal, c'est des choses qu'on est en train de réfléchir, qu'on va essayer un peu d'observer sur certaines fermes qui pratiquent. On travaille aussi avec des chercheurs là, comme Olivier Husson qui parlent de l'importance du couple pH-redox dans la santé des plantes et des sols. Ça veut dire quoi, ça? Alors, enfin, alors ça c'est mon interprétation un peu imagée, mais enfin, on a toujours dit que pour qu'un élevage se passe bien, quand on a des poulets dans un bâtiment, il y a des plages de température et d'humidité qui vont bien et pas de maladies, etc. Mhm. Ce serait un peu la même chose au niveau plutôt électrique dans le vivant, où on aurait des plages où les choses se passent bien. Alors, je sais que tous les chercheurs ne cautionnent pas ce que Olivier Husson a développé. Je vois. Mais voilà, c'est des choses qu'on explore, qu'on a mises en œuvre sur des groupes défis fermes, là, où on travaille à la fois à la mise en œuvre de l'agriculture de conservation et la baisse des phytos. Mhm. Le cumul de tout un tas de techniques avec des extraits fermentés, avec cette approche pH redox, avec bon, chaque agriculteur a un peu sa pincée de sel, nous ont permis quand même d'éliminer pas mal de produits phytos. C'est des fermes aujourd'hui qui fonctionnent avec des fongicides appliqués que très rarement, les insecticides et quasiment jamais. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont osé faire tout ça parce que ça les a rassurés qu'on aborde des thématiques un petit peu comme le pH redox et que ça aurait marché même sans ça? On ne sait pas. En tout cas, le résultat est positif, c'est que les agriculteurs aujourd'hui ont supprimé la moitié des phytos sur ces groupes-là, enfin les meilleurs dans les groupes ont supprimé la moitié des phytos pour des rendements identiques. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Lionel Aletto, je vous laisse le mot de la fin.
Alors sur cette question-là, je Sur vais vous laisser toute sur votre question. faim. D'accord. Bien. Mais dans le sens où, bon, Yves l'a dit, hein, ils ne savent pas exactement à quoi sont dus les effets. Or, nous, en recherche, c'est notre boulot d'essayer de comprendre à quoi sont dus les effets. Et donc, ça demande à être traité. À ce jour, ce n'est pas des questions qui ont été réellement initiées en questions de recherche, sur ces questions, par exemple, de thé de compost oxygéné Mhm. ou de l'homéopathie, puisque là, alors là, je suis vraiment loin de mes bases et j'avoue que voilà, je ne m'avancerai pas sur des effets positifs ou négatifs. Euh, on est très prudent toujours dans nos interprétations et on est lent du coup parfois. C'est comme ça qu'on peut être perçu, c'est qu'il nous faut du temps pour essayer Bah oui. de- de- d'initier des expérimentations. Ça fait partie des éléments Mhm. qui nous intéressent malgré tout, de voir ce qui se passe sur le terrain agricole, de capter ces réflexions-là et de voir comment on peut, nous, se poser des questions de recherche derrière. Pour autant, voilà, il y a quand même des éléments qui nous amènent du questionnement. Moi, j'entends complètement quand l'objectif, c'est de réduire les phytos et que ça marche, et réduire les phytos, c'est très bien, et ça ne me pose pas de souci que voilà, ça soit une dynamique collective que les agriculteurs mobilisent. Après, nous, apporter une caution ou en tout cas des éléments sur des résultats, on ne peut pas le faire pour l'instant parce qu'on n'en a pas. Donc, voilà, il y a d'autres collègues qui regardent ça avec attention et j'espère qu'on pourra amener des éléments explicatifs sur ces questions-là. Mais sur l'homéopathie, c'est tout aussi débattu sur la santé humaine. Donc, c'est vrai que sur le végétal, ça amène forcément des questions au moins équivalentes. Et il y a d'ailleurs une question de Brigitte Roch. Est-ce qu'il y a un effet placebo aussi en agriculture? Je vous la laisse en réflexion pour cette rentrée, pour la rentrée prochaine. Merci, messieurs. Je pense qu'on a fait un joli tour et manifestement, même si les faits sont durs, bah voilà, il y a des choses qui se font déjà pour répondre à la question posée. Oui, on peut s'adapter. Oui, on peut atténuer. L'agriculture ne part pas sans rien, mais comme vous l'avez dit, il fait rien, je reprends vos termes, oui, il faut abattre aussi quelques idées, pas quelques idées reçues, quelques routines, si ce n'est quelques dogmatismes pour expérimenter, oui, voilà, pour expérimenter, pardon. Merci à vous, Lunel Aletto, Yves Ferrier, j'espère que vous partez en vacances. Le prochain rendez-vous de C'est dans le sol, ce sera la rentrée, donc au mois de septembre, on n'a pas encore le sujet. Tout ce qui est certain, c'est que à la rentrée, nous ne serons peut-être plus dans le même monde. Voilà, la France aura peut-être un peu changé. J'espère que ça ira en tout cas dans le sens de ce que nous avons développé depuis 1 heure et demie. Mesdames, Messieurs, vous êtes encore 53, vous étiez 60. Ça a peu bougé en 1 heure et demie et il y a eu peu de questions, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire, cher Yves et cher Lionel, que vous avez nourri les gens, vous avez nourri le sol qui est devant nous. Vous êtes une excellente couverture de sol. À vous deux, une belle association végétale entre la Chambre d'agriculture et l'INRAE. Merci encore, mesdames, messieurs. Je vous souhaite de bonnes vacances et vous pouvez reprendre une vie normale. À bientôt.